Réflexion socio-économique, 7. Macroscopie bi-économique, 3. Productivité, pénibilité, salaire, prix, profit. 1. Cohérence de faits et souplesse de principe. À la façon d'une sculpture sociétale peu à peu dégrossie, puis affinée par l'atelier des présentes réflexions, le principe bi-économique apparaît non seulement comme le double concept respectueux de toute réalité objective et historique via la partition-répartition qui l'autorise, mais plus encore comme la définition même de toute cohérence socio-économique durable. En ce sens, cette prise de conscience met au jour le cœur universel de notre nature duale, individuelle et collective, tout en offrant une évaluation objective de l'ensemble des données observables grâce à l'analyse minutaire, permettant dès lors de dépasser les lois de pesanteur historique de notre animalité et de comprendre pourquoi les sociétés monosystémiques ont toujours fini par péricliter. La partition-répartition en jeu apparaît donc ici comme l'outil de précision enfin capable de régler l'équilibre nécessaire entre les deux domaines sociétaux complémentaires sans en mélanger les natures par trop contradictoires, libérant aussitôt l'ensemble des citoyens en leur assurant une place égale dans l'un et l'autre domaine, sur la base d'une part minimale égale démocratiquement définie du côté public et d'une égale liberté individuelle de se différencier sur le versant privé. Sans le respect légitime et universel des droits de l'être humain qu'autorise cette solution bi-économique, toute société monosystémique se construit sur des fondations bancales, à la façon d'un squelette dont la symétrie et le parallélisme ne seraient pas suffisamment respectés, induisant à terme l'effondrement de l'ensemble sociétal par manque de cohérence vitale. Or, c'est bien la cohérence qui seule peut justifier et entretenir la cohésion des citoyens, associant ainsi toutes les énergies individuelles dans l'accomplissement d'un récit commun culturellement relatif, mais dont les effets matériels et humains sur la vie de chacun sont bien réels. De ce point de vue-là, l'avènement inéluctable de la vraie démocratie directe, locale et citoyenne, de principes délodistes, associés à la mise en place d'une gestion bi-économique et minutarisée des rapports sociaux, devrait représenter un pas en avant historique sans précédent, puisque le nouveau récit commun qui en résultera, en assurant la cohérence d'un juste équilibre sociétal, introduira définitivement les conditions de la paix civile, sociale et peu à peu internationale. La cohésion consécutive à ce progrès n'en sera que plus forte, dans le respect mutuel de la dignité de chaque personne et la fierté d'appartenir à une humanité supérieure, au sein d'une civilisation qui n'aura plus aucune raison de s'effondrer à travers le moindre morcellement vital. Et ce d'autant plus que chaque commune restera maîtresse de l'essentiel du quotidien de ses citoyens. Pour autant, la bi-économie se prête potentiellement à toutes les configurations sociétales, au gré des cultures, des ressources, voire des niveaux de développement, et la souplesse de ce principe mérite d'être ici soulignée. En effet, à chaque réflexion sur la proportion de temps et de travail nécessaire à la satisfaction de tous les besoins collectifs, et par conséquent de la garantie citoyenne, s'associe logiquement la double inconnue des ressources socio-économiques disponibles d'une part et de la définition des besoins ou de l'étendue du domaine public d'autre part. La proportion entre les deux domaines sociétaux peut dépendre de la richesse du pays ou de l'ensemble collectif considéré, peu ou prou assimilable à son PIB, tandis qu'en fonction des choix politiques majoritaires, de la définition du bien commun, des besoins sociétaux et de la garantie citoyenne, le volume historique dudit domaine public pourrait théoriquement varier sensiblement d'une société à l'autre. Cela confirme que le principe bi-économique s'avère bien réaliste et réalisable, quel que soit le lieu, l'époque, la population et la culture considérée, preuve supplémentaire de la nature universelle de son objet comme de sa solution originale. Ainsi apparaît-il que, selon les choix politiques propres à chaque culture, la contrainte minutaire de l'impôt universel, que représente la participation de chacun au domaine public, pourrait varier en deçà du maximum idéal de 50% le cas échéant, sachant que plus la proportion choisie s'éloignerait de ce maximum, plus le contenu concret de ladite garantie citoyenne serait limité dans ses ambitions, définissant dès lors une société très incomplète dans son équilibre et induisant les nombreux risques correspondants déjà répertoriés. La raison de cette dangereuse incomplétude
tient au fait que la double nature qui fonde l'individu et la société impose la parité interdomaniale minutaire absolue en tant que solution d'équilibre optimale, sur la base à la fois objective et légitime de l'essence même des rapports socio-économiques, et ce, contrairement à l'irrespect historique de toutes les tentatives sociétales qui ont précédé la solution ici proposée, lesquelles sont inévitablement incomplètes en matière de partition domaniale, et plus encore de répartition citoyenne et égalitaire du domaine public, interdisant conséquemment un égal accès aux libertés du domaine privé. Même sous une gestion délodiste et bi-économique partielle, une société humaine ne saurait dès lors offrir toutes les garanties sociétales minimales auxquelles chacun de ses citoyens a individuellement droit, ce que corrobore la loi de l'équilibre bisphérique tendanciel, si aisément observable comme condition de tout équilibre général. Rappelons à cet effet que les sociétés humaines suffisamment autonomes ont tendance à développer une proportion de biens et services de facto universellement vitaux, avoisinant les 50% de toutes les richesses qu'elles engendrent, qu'il s'agisse de produits ou prestations de services fournis par l'un ou l'autre des secteurs publics et privés, dans une proportion variable selon les us et coutumes de chaque culture. Or, la justice sociale suppose par définition l'égalité absolue de tous les citoyens concernant les richesses matérielles et culturelles vitales ou devenues indispensables à chacun au regard du niveau de développement atteint par la société en question, ce qui revient à confirmer comme idéal la proportion de 50% du PIB en tant que domaine public à vocation égalitaire. Il faut en déduire qu'une partition bi-économique en deux domaines inégaux ne saurait être que temporaire et risquée. Sauf si elle évolue rapidement en direction de la parité 50-50, seule répartition interdomaniale capable d'assurer la plus grande stabilité dans le plus long terme, tout en procurant à chacun un confort matériel et social optimal, doublé d'une liberté maximale. Si l'on part du principe cohérent selon lequel le travail n'est pas une fin en soi, mais seulement le meilleur moyen de gagner un confort dont le temps libre doit faire partie intégrante, seule la bi-économie peut permettre à chacun de s'approprier tout à la fois le temps et la liberté de choix qui devraient toujours être associés au dit travail. Il reviendra aux économistes et statisticiens, par le biais des analyses minutaires directes et comparatives, d'évaluer la richesse des nations, pour reprendre un titre devenu célèbre, dans le but de déterminer ce que représentent les dits 50% en termes de produits et services autant que de minutés. Or, il a déjà été souligné que les spectaculaires économies de faux besoins et autres énergies socio-économiques palliatives qu'autorisera la gestion bi-économique, jointe aux nouvelles ressources humaines provenant de l'implication de tous les citoyens, permettront de résoudre l'ensemble des besoins collectifs, garanties citoyennes comprises, sur la simple base d'un équivalent de 2 jours et demi, voire seulement 2 jours par semaine, selon une approche encore intuitive à ce stade des réflexions, à faire vérifier via une évaluation minutaire exhaustive. Par rapport aux habitudes actuelles, cela suggère que l'activité hebdomadaire pourrait même se voir écourtée au profit d'un temps libre équivalent à un week-end de 3 jours pour 4 jours ouvrés. Pari ici énoncé, dont les prochaines pages devront toutefois apporter la certitude anticipée, en attendant la démonstration chiffrée des analystes sur la base de leurs données les plus récentes. De fait, cela signifie simplement que l'évolution appelée croissance via le travail a pour but logique de faire s'épanouir un progrès via le temps libre, rejoignant en cela la valse à 3 temps déjà mentionnée au tout début de ce livre 2, un temps public nécessairement actif, un temps privé facultativement actif, ainsi qu'un temps intime intégralement libérable, couronnant le principe historiquement inévitable d'une tempérance économique respectueuse de l'équilibre écologique de notre fragile planète, seule façon d'accéder à l'après-histoire de l'ère pacifique des tempérants. Concernant la souplesse du principe bi-économique, c'est-à-dire son adaptabilité potentielle à toute société historiquement possible, il faut souligner aussi que l'analyse minutaire peut factuellement décrire n'importe quelle entité socio-économique sur la base fiable d'un même dénominateur commun, autorisant dès lors l'option possible d'un calcul de principe, voire d'une partition-répartition de principe, et expliquant au passage pourquoi certaines nations,
souvent de taille démographique modeste, sont spontanément plus proches de l'équilibre empirique. Même en l'absence de démocratie délodiste et de bi-économie de fait strictement appliquée, il apparaît que certaines sociétés tentent une approche intuitive de la solution tempérante, suivant la loi tendancielle d'équilibre bisphérique qui caractérise toute civilisation suffisamment apaisée. C'est le cas de certaines petites nations de l'Europe du Nord, entre autres exemples, chez lesquelles, par l'heureuse coïncidence de mœurs très évoluées tant politiquement que socialement, sans nul doute encouragées par un contexte géographique et démographique propice, les comportements individuels et sociaux se trouvent plus spontanément empreints d'une certaine rigueur vertueuse, dictant un civisme et une honnêteté relativement favorables à la justice et à la paix. Cela conforte le besoin d'autogestion aussi locale que possible, seule façon de responsabiliser socialement chaque individu par la prise de conscience palpable de son appartenance à une société d'échelle humaine, lui donnant les moyens d'influer sur la vie communautaire par sa propre participation et de contrôler tous les pouvoirs locaux de façon d'autant plus transparente et directe. Mais cette tendance empirique de toutes les sociétés avancées à rejoindre l'équilibre bisphérique optimal entre secteurs publics et privés peut aussi suggérer qu'une certaine forme de bi-économie de principe pourrait s'envisager, à minima quel que soit par ailleurs le contexte socio-économique et politique, afin de satisfaire aux besoins légitimes d'égalité, de liberté et de justice. De ce point de vue, la bi-économie de principe clarifie le calcul nécessaire à l'équilibre sociétal minimal et définit scientifiquement les conditions de la paix civile et du respect concret de notre dualité fondamentale, en procurant à tous les peuples de la Terre les moyens de savoir enfin à quelle portion précise du gâteau sociétal chaque personne a objectivement et légitimement droit. Il suffit de s'en tenir au respect de notre double nature objective égalitaire sociale d'une part et subjective différenciatrice individuelle d'autre part, pour que la partition et surtout la répartition de principes qui en découleront via le calcul minutaire et bi-économique deviennent une réalité permanente en tant que conditions universelles de la justice et de la paix. Ainsi, la seule équation sociétale respectant notre double nature, objective et historique, tout en résolvant sa contradiction fondamentale, peut-elle stipuler que les conditions minimales de la paix pour toutes les échelles relationnelles entre groupes d'humains supposent au minimum, comme au maximum, le partage égalitaire de 50% de l'ensemble des ressources socio-économiques d'une communauté donnée entre tous ses citoyens, et corrélativement, la tempérisation de la liberté individuelle la plus totale et différenciatrice sur les 50% restants. Cela ne signifie pas que chacun doit payer 50% d'impôts, bien loin de là pour la quasi-totalité des citoyens, mais bel et bien que la moitié des richesses devrait être équitablement partagée entre tous les adultes actifs d'une même société, et que l'activité minutaire minimale correspondant aux droits et devoirs de la garantie citoyenne devrait équivaloir au minimum et maximum d'un travail à mi-temps, en tant que transposition de l'équilibre entre la liberté et l'égalité jusqu'à l'échelon de chaque citoyen au travers de son propre vécu quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, pour ici tenir compte des aménagements usuellement possibles. Toute autre répartition induit un biais déséquilibrant en termes qualitatifs et quantitatifs, une forme ou une autre d'injustice objective illégitime, quelle que soit la justification légale de cet état de non-droit. La répartition domaniale égalitaire est en effet indispensable pour optimiser la satisfaction des besoins individuels collectivement ressentis et partagés, comme le montre la tendance historique bisphérique, faute de quoi le domaine public ne peut assurer tous les besoins unanimement compris comme utiles au confort matériel requis par l'égalité minimale, tandis que l'absence de répartition individuelle égalitaire de ces 50% induit l'irrespect de l'égalité objective qui précède toute historicité. De fait, tant que l'histoire sociétale ne garantit pas ce minimum, l'injustice pratique qui en résulte porte aussitôt atteinte aux droits de l'homme et du citoyen via maintes modalités de discrimination, d'abus de pouvoir, d'exploitation ou d'esclavage, avec, à la clé, la garantie des violences et contre-violences que l'on sait, en conséquence logique de l'extrémisme socio-économique du tout ou rien, comme du trop,
ou du pas assez. Symétriquement, la vraie liberté individuelle, respectueuse des droits de tous et de chacun, ne peut s'épanouir, à l'instar de l'égalité sociale, que sur la moitié de la surface socio-économique. Tandis qu'en réduisant ces seuls excès d'amplitude injustifiés, elle gagne aussitôt en qualité ce qu'elle semble perdre en quantité, en abus et autres gaspillages écologiques autant qu'humains. Car, sitôt qu'elle se trouvera enfin libérée des contradictions induites par la confusion interdomaniale à tous les échelons de la société, la liberté individuelle ou partagée d'entreprendre se purifiera d'elle-même de tous les travers outranciers qui caractérisent la jungle la plus déréglementée, via une sorte d'auto-nettoyage propice à l'encouragement des seules meilleures initiatives. La liberté individuelle propre à la sphère privée ne peut donc se défaire de toute injustice qu'en s'appliquant en proportion tempérisée sur la moitié de l'espace sociétal total, à parité intégrale face à l'égalité collective de la sphère publique. Telle est la souplesse du principe bi-économique et de sa mesure minutaire, par la simple compréhension de notre double nature et le tri indispensable entre les deux droits légitimes qui en découlent, tant pour l'individu que pour la communauté, seule et unique façon définitive de s'émanciper pour de bon, c'est-à-dire de dépasser enfin une animalité rendue jusqu'à présent confuse, imposée par une histoire subie faute de compréhension. Il va de soi que les implications sociétales et politiques d'une telle découverte sont sans précédent, puisque, désormais, tous les peuples et leurs citoyens savent à quoi ils ont légitimement droit, ce qui remplacera avant longtemps leurs protestations imprécises en forme de refus par la proposition irréfutable d'une solution enfin juste et pacifiée. La partition bi-économique, de fait ou de principe, apparaît donc plus que jamais comme la condition sine qua non de la paix à travers le monde entier, et chaque peuple pourra s'approprier cette invention pour l'adapter à sa propre culture, s'agissant des biens et services considérés, sachant que la sphère politique sera bien obligée d'évoluer de son côté en direction de la démocratie la plus locale et la plus directe qui soit. Ce besoin de cohérence politico-socio-économique impliquera tôt ou tard une évolution vers la bi-économie délodiste de fait, même si la souplesse de ce principe universel permet aussi d'en passer par une version de pur principe à titre temporaire, rejoignant en cela l'option du sas historique d'une sixième république avant la septième, du moins concernant le cas français. La liberté individuellement partagée qui découle de ces principes pourra enfin offrir à chaque être humain la juste parcelle de souveraineté à laquelle il a droit par le hasard mystérieux de l'existence, afin qu'il soit, autant que possible, maître de ses choix et de son temps de vie dans le respect des autres et de la planète. D'où l'intérêt d'explorer la valeur sociétale du temps en question dans le cadre contemporain des conditions de travail si communes à l'écrasante majorité des humains d'aujourd'hui. 2. Durée hebdomadaire du travail et productivité. Parmi les conditions pratiques du travail dans le cadre réaliste de la plupart des emplois, et malgré de nombreuses variantes observables et souvent techniquement justifiées, la durée hebdomadaire du travail est devenue un repère essentiel de la vie quotidienne et du débat sociétal, en tant que contrainte légalement décrétée et déclinée en maint cas plus ou moins particulier, au fil d'une improvisation historique construite sur la violence légale de la loi du marché et trop partiellement temporisée par des progrès sociaux gagnés de haute lutte, via l'équilibrage toujours précaire d'une contre-violence tout aussi humainement dommageable. Cet état permanent de conflit social latent ou explicite constitue la trame dramatique de l'histoire humaine, interdisant la sécurité et la juste paix auxquelles tout un chacun devrait avoir droit, et l'aliénation généralisée qui en résulte condamne de facto dominant, indépendant et dominé au choix dès lors totalitaire d'un monosystème aliénant qui les prive de temps libre autant que de sérénité. Indépendamment des horaires qui peuvent toujours être aménagés en fonction de chaque profession, force est d'observer que la durée hebdomadaire moyenne du travail a très peu évolué depuis les années 50, dès lors qu'on la compare aux gains de productivité réalisés dans quasiment tous les métiers, grâce aux progrès techniques de la mécanisation, de l'informatique et de la robotisation, sans même tenir compte de l'efficacité organisationnelle de la division des tâches qui a également progressé.
Il ne s'agit pas là de la productivité vue sous l'angle microéconomique de la rationalité de telle entreprise ou tel secteur, sous la pression extrême de la concurrence des marchés, productivité touchant aux cadences et dont la progression ne paraît jamais suffisante aux yeux des grands patrons et des actionnaires, mais de l'agrégation des formidables avancées techniques de l'humanité et de leurs avantages potentiels, hélas insuffisamment démocratisés à l'échelon macroéconomique ou collectif, via un processus historique et cumulatif remontant même jusqu'à l'Antiquité, et dont la révolution industrielle a autorisé le décollage le plus spectaculaire, tandis que les immenses progrès accomplis depuis lors ne se sont toujours pas traduits en évolution sociale ou sociétale comparable, et donc proportionnelle, surtout en ce qui concerne le rythme du travail, le partage des fruits de ce dernier, et la libération optionnelle de la moitié du temps disponible à longueur de vie, pour chaque citoyen ou adulte actif, ici au sens de jours ouvrables et durée hebdomadaire, moyennée culturellement convenue. Le retard systématique d'évolution, voire l'absence d'évolution, du temps de travail hebdomadaire légalement imposé, concrétise hélas l'inertie d'une société monosystémique entièrement basée sur l'intérêt privé de l'initiative individuelle, puisque, en toute spontanéité, le réflexe des employeurs soumis à la loi du marché ne saurait tenir compte des conséquences sociales de leur comportement, la rationalité privée de ce dernier s'avérant à minima en semi-contradiction historique permanente avec l'intérêt public. Afin de compenser les abus de pouvoir inévitables, le plus souvent sous la pression de violentes revendications populaires, les gouvernements sont censés résoudre l'équation sociétale duale déjà mentionnée par l'établissement d'une réglementation légale minimale, mais l'absence de démocratie authentique et la puissance des monopoles économiques interdisent toute évolution en douceur permettant d'ajuster le temps de travail hebdomadaire sur l'évolution si spectaculaire de la productivité technologique dans le long terme. Par la vertu routinière des habitudes prises de longue date, il est rationnel pour tout employeur de maximiser le temps de travail imposé à chaque employé, selon une tradition héritée d'époques lointaines à très faible productivité, fixant ainsi un réflexe intégré de façon quasiment génétique au fil des générations. À long terme, le comportement et la mentalité qui en résultent dictent peu à peu une loi commune, confortée par un vaste échafaudage institutionnel, technocratique et centralisé, dont le manque de souplesse évolutive est proportionnel à l'envergure. Or, sachant bien que toute évolution en douceur supposerait la remise en cause de ladite habitude par ceux-là même qui en profitent, il n'est pas surprenant que le retard d'évolution s'aggrave constamment pour ne se rattraper que très partiellement de crise en crise et sous l'effet explosif d'un burn-out social périodique. À quoi servent donc le progrès technique et la multiplication par 10, 20 ou 50 de la production horaire individuelle si tous ceux qui travaillent n'en retirent pas le moindre temps libre, alors même que la surproduction artificiellement entretenue pollue la planète tout en maintenant la misère et la précarité du plus grand nombre? En vertu de quelle aberration managériale faut-il ainsi continuer d'exploiter à temps plein et sur un rythme toujours accéléré, de moins en moins d'actifs pour de plus en plus d'inactifs dépendants, sans jamais distribuer en une juste proportion les gains de productivité à ceux dont le travail en est la source principale? Les systèmes de supposé intéressement du personnel ne répondent en aucune manière aux besoins légitimes de rééquilibrage entre temps de travail et salaire, pas plus que les primes ponctuelles et variables qui évitent la mise à jour régulière de celui-ci, ce qui explique le décalage permanent entre production, productivité et pouvoir d'achat, si typique de la contradiction la plus fréquente du capitalisme. Pour s'en tenir au seul temps de travail, et en lien avec les réflexions du chapitre précédent sur la répartition de l'activité entre tous les citoyens et toutes les classes d'âge, force est ici de reconnaître le gâchis incommensurable que suscite un temps plein officiel, habituellement imposé de 35 à 40 heures hebdomadaires au sein d'une société prétendument développée, sachant que le temps complet maximisé en durée comme en intensité est rendu artificiellement nécessaire, y compris pour le salarié, par la compression des salaires dérivant d'une concurrence mondialisée sociétalement aussi déloyale que destructrice. Certes, la mise en concurrence internationale imposée par la suppression des frontières commerciales
semble interdire toute idée de réduction du temps de travail, au point de remettre en cause une réforme des 35 heures à la fois fort maladroite et dûment sapée par une contre-attaque managériale hélas bien prévisible, via la surproductivité et la flexibilité, s'agissant ici du cas français. Mais c'est précisément par l'exportation des contradictions sociétales via le commerce international mondialisé que le monosystème hyperlibéral évite de se remettre en cause et de partager les fruits d'un travail plus productif que jamais, se refusant à octroyer des hausses de salaire ou une semaine travaillée réduite, interdisant par la même occasion aux pays les plus avancés de servir d'exemple en accédant enfin à l'ère post-industrielle d'un temps libéré, doublé d'une modération optimale de croissance humainement et écologiquement indispensable. Ici encore, au lieu de rester aveuglé par ce tour de passe-passe mondialiste en croyant que la réalité monosystémique planétaire est incontournable dans sa seule forme ultralibérale, il est plus que jamais essentiel de rappeler haut et fort que ce qui est international pour les uns n'est que national pour les autres, ce qui revient à dire que l'échelle de réflexion pertinente reste celle d'une entité politique et sociale donnée, dans la cohérence nécessaire de sa pyramide sociétale, contrairement à la jungle mondiale et désormais ingérable mise en place par les intérêts multinationaux. Le commerce international fera naturellement l'objet d'une réflexion ultérieure, mais le prétexte si éculé de la compétition internationale ne saurait interdire de réfléchir à la cohérence sociétale de chaque république indépendante, quitte à réaffirmer inévitablement les frontières nécessaires à toute souveraineté digne de ce nom, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, y compris économiquement. Si l'on raisonne en termes de finalité sociétale de tout progrès, le conflit des rationalités micro- et macroéconomiques se révèle aussitôt en observant le résultat ubuesque des sociétés monosystémiques sous la seule direction du surprofit privé. Concernant en particulier les pays dits développés, lesquels sont toujours censés montrer la voie de l'avenir du fait qu'ils ont déjà franchi toutes les étapes précédentes d'une évolution matérielle en grande partie inéluctable, le moins que l'on puisse dire est que le plafond de chaque espace comptable national démontre l'impasse des contradictions en question, expliquant à quel point il était essentiel pour les superpouvoirs économiques et multinationaux de faire éclater le carcan correspondant, histoire de retarder autant que faire se peut l'étape logique de l'ère post-industrielle et sociale du partage universel des fruits de la croissance, dans le respect de la liberté inoffensive ou de la juste hiérarchie différenciatrice, et avec en prime la libération d'un si précieux temps de vie humaine. Or, par la grâce amère de la mondialisation, le progrès social, qui va en principe de pair avec une gestion écologiquement compatible vis-à-vis de toutes les espèces vivantes, humanité comprise, se réduit au non-sens le plus absolu, puisque la multiplication de la productivité n'a entraîné aucune avancée, un tant soit peu proportionnelle, concernant la durée légale du travail, sans compensation salariale tangible pour autant. En pure logique, cependant, le progrès technique devrait permettre de multiplier la production en rendant les produits d'autant plus accessibles à chacun, et parallèlement autoriser une baisse constante des contraintes horaires hebdomadaires, seule façon sensée de partager le droit-devoir du travail et son pouvoir d'achat entre un maximum de citoyens. Au lieu de cela, l'évolution la plus récente creuse chaque jour un peu plus le fossé débile opposant des actifs surbookés jusqu'aux limites du burn-out et incapables de profiter sainement du trop peu de temps libre qu'il leur reste, à un nombre toujours croissant de sous-citoyens peu à peu exclus et condamnés à se précariser, sans avoir aucun moyen de profiter d'un temps surabondant qui n'a plus rien de libre pour cause de mort sociale. Pourtant, contrairement aux promesses politiciennes d'un plein emploi rendu toujours plus inaccessible par les contradictions du monosystème actuel, la tendance lourde de l'innovation technologique et de la robotisation signe la fin du travail ou de l'emploi classique, surtout en ce qui concerne de nombreux salariés aux tâches les moins qualifiées, tandis que la maximisation du rendement financier met au chômage des quinquagénaires désemparés et comprime les salaires en dépit d'une productivité sans précédent. C'est au cœur de cette centrale économique que s'opère ainsi l'étrange et triple paradoxe associant le gaspillage de la surabondance à une précarisation généralisée, le mélange constant du nécessaire
ou vital et du vain superflu, ainsi que le surmenage des actifs versus la destruction tant physique que psychologique des inactifs, en interdisant au passage tout choix individuel équilibré entre le temps et l'argent, via la fatidique impasse du tout ou rien. Or, que l'on raisonne en termes de biens et services disponibles, ou de temps potentiellement libérable, la finalité inéluctable du progrès n'est autre que le partage minimal sans lequel tout le monde se retrouve perdant, aliéné dans un rôle ou un autre sur la scène shakespearienne de la vie sociale. L'emploi est un gagne-pain indispensable par définition, résumant le droit-devoir de travailler précédemment exploré, mais le travail, pas plus que l'argent qu'il procure, ne saurait être une finalité suffisante s'il dévore l'essentiel du temps quotidien dans des conditions de rythme de plus en plus insupportables pour la santé de chacun. Cela revient à dire que, compte tenu de la productivité moyenne et générale actuelle, il est aberrant et sociétalement contre-productif de consacrer au travail autant d'heures hebdomadaires qu'il y a 50 ans. Une telle absence d'évolution condamne un nombre croissant de citoyens au chômage et à l'assistanat, aux dépens de la dignité à laquelle ils ont droit, tandis que la surexploitation devient le lot empoisonné des actifs préservés. Il sera donc indispensable, tôt ou tard, de réduire très sensiblement la durée légale du travail salarié, quitte à réduire en partie le salaire, bien que le pouvoir d'achat de ce dernier puisse se maintenir compte tenu précisément de l'effet prix qu'implique chaque hausse de productivité bien comprise. Car c'est toujours la loi commune qui doit définir la rationalité collective du vivre ensemble économique et social, et rendre compatible l'initiative privée et l'équilibre sociétal. Sur la base de l'analyse minutaire des données impliquant non seulement le travail, mais encore les biens et services qui en résultent, les économistes de demain auront les moyens d'objectiver enfin tous les paramètres macroéconomiques pour que les citoyens puissent définir leur choix optimal, leur centre de gravité sociétale, entre la durée du travail, sa valeur salariale et l'évolution de la productivité. La répartition en 3/4 des gains de productivité, hélas faussement promise entre l'entreprise, les actionnaires et les employés, devrait faire l'objet d'un choix citoyen majoritaire, en parfaite conscience des intérêts mutuels aménagés, tandis qu'une règle d'or devrait consacrer la semaine de 4 jours comme base légale effective, compte tenu des progrès accomplis, dont les meilleurs effets ne sont encore que potentiels faute d'évolution des mentalités. Du moins peut-on s'attendre à une telle orientation, mais à condition d'adopter les solutions tempérantes du bi-économisme et du délodisme. Par le jeu faussé des comportements spontanés en milieu monosystémique libéral, tout est fait pour faire croire que le travail à plein temps est vital, et ce, d'autant plus facilement que ce dernier n'est pas rémunéré en due proportion de sa formidable productivité et que les prix imposés sont artificiellement surévalués jusqu'aux fausses apparences du discount sans qualité. Pris dans l'étau du double statut de travailleur et de consommateur, le citoyen se laisse ficeler par le crédit et accumule des biens dont il n'a pas le temps de profiter, s'assurant un niveau de vie toujours incertain, sans jamais avoir le libre choix du mode de vie que suppose le panachage si essentiel entre le temps et l'argent. Qui plus est, mis en concurrence au sein d'une mondialisation sauvage, le voilà forcé de suivre un rythme de travail sans cesse accéléré, au point de subir une surexploitation comparable aux pires souvenirs de l'histoire industrielle, à cette différence près que le surmenage nerveux et psychique a pris le relais de la fatigue physique. Au final, le degré de violence systémique désormais atteint dans le travail quotidien, curieusement proportionnel au niveau d'éducation et de responsabilité de la plupart des employés, empêche les citoyens actifs de relever la tête de leur guidon autant que de choisir leur rythme optimal et leur destination. Cette condition de vie au travail, peu ou prou digne d'un forçat contemporain, relève d'une forme d'esclavage moderne pour la seule satisfaction d'une minorité de dominants elle-même dépassée par la nature de plus en plus délinquante de son propre comportement, dans un contexte où plus aucun pilote ne se sent responsable de l'avion en perdition, faute de système politique démocratique et de solutions rationnelles bi-économiques. Pour tenir compte de l'évolution technologique et des immenses progrès de productivité qui ont pu en résulter, mais aussi de la réduction tendancielle inévitable du volume de travail nécessaire qu'implique déjà
la robotisation et l'intelligence artificielle. Sans oublier la saturation matérielle du marché de la plupart des produits et services, il est crucial et urgent de réduire la semaine travaillée officielle à l'équivalent de 4 journées de 8 heures en tant que base légale définissant un emploi à plein temps concernant les sphères privées et publiques. La moindre prise de recul ou de conscience vis-à-vis de la réalité actuelle et de sa rapide évolution ne peut que corroborer une telle mesure, du quadruple point de vue pyramidal, d'une logique proprement exhaustive, c'est-à-dire politique, sociale, économique et culturelle, tandis que la semaine active de 4 jours représente à elle seule les progrès implicitement attendus par les citoyens des nombreux pays déjà suffisamment développés, du moins en matière de dosage hebdomadaire moyen du travail. Quelle que soit l'application d'une telle mesure à l'échelon du salarié et de son entreprise, en réduisant proportionnellement la journée, la semaine ou le mois, et aussi surprenante que cette évolution puisse paraître puisqu'elle prend à rebours la folie mondialiste d'aujourd'hui, cette proportion de travail correspond aux véritables besoins d'une société enfin équilibrée, dont les nouveaux termes de rythme et de temps de travail pourront être ultérieurement réajustés par la volonté citoyenne majoritaire, dans le cadre apaisé d'une bi-économie délodiste tôt ou tard inévitable, que celle-ci soit de fait ou de principe, c'est-à-dire concrète ou par calcul de répartition. En termes de santé physique et d'équilibre psychologique, cela répond aux besoins du temps libre indispensable pour que chacun puisse gérer son quotidien personnel et familial sans stress, en savourant déjà tout au long de sa vie active les fruits mérités d'un travail devenu dès lors quantitativement moins aliénant. D'un point de vue plus macroéconomique, ladite semaine de 4 jours favorisera un indispensable rééquilibrage entre employeurs et employés, en permettant enfin de répartir le travail sur le plus grand nombre possible de citoyens via la création d'emplois, tout en renchérissant à juste titre une valeur travail devenue ainsi plus rare à plein temps. De plus, l'équilibre social et politique de l'avenir ne pourra s'en trouver que définitivement garanti, puisque, dans le cadre délodiste et bi-économique, tous les citoyens étant actifs, les deux domaines, public et privé, se répartiront logiquement à égalité l'ensemble de toutes les activités socio-économiques minimales, au sens légal ou minutaire de la répartition, tandis que sur un plan plus philosophique et donc culturel, les changements cruciaux ainsi réalisés favoriseront un partage de plus en plus optimal entre temps et argent, ou être et avoir, afin de remettre dans l'ordre les finalités et leurs moyens correspondants, tant du point de vue individuel que collectif. En prime, la maturité citoyenne et responsable induite par une telle évolution ira forcément dans le sens du respect de l'environnement, ne serait-ce qu'en réduisant les besoins par la jouissance d'un vrai temps libre propice à l'autoconsommation et à la saine frugalité que procure l'être libéré de l'avoir, tandis que la 5e journée, en disparaissant du paysage actif du futur temps complet légal, répondra au besoin vital de décroissance dont tant d'économies obèses ont urgemment besoin. Ici encore, cette démonstration théorique reste à confirmer via la description minutaire de la réalité socio-économique, tant l'affirmation d'une semaine de 4 jours peut paraître péremptoire aux esprits trop imbibés de néolibéralisme. Par ailleurs, l'apaisement sociétal vécu via le travail et ses futures conditions de volume horaire et de rythme devrait relativiser cette question, en laissant le choix final au tempérant de l'avenir, voire à chaque citoyen en fonction de priorités fort variables selon telle ou telle période ou tranche de vie, et ce, d'autant plus que les activités professionnelles ne seront plus subies ni ressenties comme une torture ou autre obligation aliénante, à l'opposé de la tendance actuelle. Il va dès lors de soi qu'en fonction des cultures historiques, les citoyens tempérants de demain seront libres de définir et d'ajuster cet équilibre bi-économique indispensable, collectivement selon la majorité des lodistes, et individuellement en devenant plus libres que jamais de surtravailler dans la sphère privée, y compris dans le cadre du temps dit intime, sachant ici que par définition, sur une semaine de 4 jours comme de 6, voire 7, la participation obligatoire au domaine public ne devrait jamais dépasser la juste proportion précédemment pressentie comme étant optimale, sous réserve d'être confirmée par la suite de ces réflexions. Une fois encore,
et quels que soient les choix majoritaires concernant la définition qualitative et quantitative du domaine public, en termes de biens et services matériels et culturels, l'essentiel sera de respecter une parfaite symétrie entre les deux sphères complémentaires, sur la base d'une semaine ouvrée officiellement définie, mais évolutive. Le principal intérêt sera de déterminer ainsi, par déduction, le demi-volume horaire du travail minimal requis par les droits et devoirs de la garantie citoyenne et du domaine public, tandis que la participation de nature financière correspondante proviendra d'un calcul aussi égalitaire, mais en termes de proportionnalité et au prorata des revenus de chacun. Ainsi pourra s'offrir à tous l'avenir prochain d'une solution aussi équitable qu'équilibrée en matière d'emploi, de temps de travail et de productivité socialement rationalisée dans le noble but d'économiser la sueur des êtres humains, le sang de leurs inutiles violences et toutes les richesses planétaires qui s'en trouvent si honteusement gaspillées. 3. Intensité professionnelle et pénibilité. La productivité définit le résultat concret d'un travail donné, dans les conditions de la pratique technologique et organisationnelle du moment, en mesurant la production achevée sur une période prise comme référence, à l'instar de la productivité horaire ou minutaire d'un ouvrier sur une chaîne de fabrication, du nombre de dossiers travaillés par l'employé d'une administration ou de commandes prises par un agent commercial. Indépendamment de la rentabilité que suppose la différence entre le prix de vente final et le prix de revient ou coût, la productivité n'est pas uniquement une question de technique matérielle, puisqu'elle s'appuie aussi biologiquement sur le temps humain consacré à l'activité considérée, en particulier via le rythme de travail plus ou moins intense imposé aux salariés, voire librement choisi en cas de travail indépendant de toute forme d'autorité. De fait, la minuté ne mesure que le temps de vie attaché à l'effort de tout travail, comme à la durée équivalente de tout statut dans le sens le plus large de ces termes, temps dont la valeur universelle est objectivement immuable puisque biologiquement égalitaire, alors que le rythme de travail, en tant qu'intensité professionnelle, peut quant à lui varier principalement en fonction des conditions de vitesse d'exécution imposées. Dès lors, pour une même durée de travail et dans les mêmes conditions techniques, l'intensité professionnelle peut occasionner une surproductivité ou, plus rarement, une sous-productivité chronique, ces deux variantes possibles révélant respectivement une vitesse de croisière professionnelle au-delà ou en deçà du rythme optimal. L'intensité professionnelle optimale peut quant à elle se mesurer en tant que rythme de travail permettant à tout employé ou salarié, ou même travailleur indépendant, de vivre son activité sans effet négatif, c'est-à-dire entraînant un ressenti anormalement fatigant, qu'il s'agisse du stress excessif, d'un rythme harassant, ou de l'ennui démotivant, d'un manque d'occupation. La vitesse imprimée à l'acte productif joue donc un rôle déterminant sur la capacité de chacun à s'impliquer dans toute tâche ou fonction de manière endurante, autorisant une récupération à la fois physique et mentale optimale à l'échelon de la journée comme de la semaine, à travers un ajustement permanent aux conditions techniques du travail en question. Sinon, une forme ou une autre de fatigue ou de démotivation s'installe, dont les effets sont tôt ou tard préjudiciables à la santé, sans même compter les conséquences immédiates et permanentes de tels déséquilibres sur la productivité optimale, ainsi que concernant les risques d'accidents corporels ou psychiques. Dans la pratique professionnelle la plus quotidienne, tout rythme de travail anormalement excessif ou insuffisant entraîne en effet une sorte de surexcitation ou de débranchement de l'attention selon le cas, occasionnant des erreurs, des oublis et autres fausses manœuvres qui sont autant de gaspillage de temps, d'énergie et de produits ou services, réduisant en fait la productivité moyenne idéale techniquement possible. Du point de vue du salarié, la démotivation se traduit par un dégoût vis-à-vis du travail en question, y compris concernant les emplois a priori les plus motivants et qualifiés, mais aussi par le stress négatif de la trop fameuse boule au ventre, dans un mélange empoisonnant de sensations contradictoires telles que l'impression d'être harassé par la hiérarchie, surmené par le volume de travail, dépassé par l'accélération constante des tâches, jusqu'au point de se croire incompétent. À l'inverse, une forme de désœuvrement diffuse dans le mental du salarié la certitude d'être sous-estimé, sous-employé dans une tâche semi-fictive et exclu de l'ascenseur social,
sans la moindre perspective d'évolution, le rythme se transformant alors en routine aussi ennuyeuse que démotivante. Entre ces deux situations extrêmes, dont la première est toujours encouragée par la logique spontanée du libéralisme, la détermination de l'intensité professionnelle optimale apparaît donc comme une condition fondamentale du respect de tout être humain au travail, sur la base d'une productivité minimale, associant la compétence la plus courante d'une personne normalement constituée à un rythme physiologiquement et mentalement soutenable sur la durée. L'égalisation de la pénibilité ne peut s'obtenir qu'en tenant compte de l'intensité professionnelle, sur la base fiable des statistiques et de l'expérience collective. Il y a certes des métiers plus durs ou plus dangereux que d'autres, lesquels supposent un rythme ou des conditions de travail en équipe appropriées, mais toute tâche doit se mesurer aussi objectivement que possible à l'aune de l'équilibre que suppose la santé des employés et salariés. À cet effet, il est aussi triste qu'étrange d'observer que, malgré leurs syndicats, si ce n'est parfois à cause d'eux, les citoyens travailleurs ont fini par se plier à un rythme horaire et quotidien constamment accéléré, sous la pression de managers imprégnés de productivisme néolibéral, y compris dans la plupart des administrations d'aujourd'hui. C'est de cette façon que les avantages de la réforme des 35 heures se sont vus confisqués par l'exacerbation d'une surproductivité imposée, via une cadence de travail et une flexibilité aussitôt accrue, au point d'aboutir à une fatigue additionnelle annulant les effets de l'avantage acquis, tandis que même les cadres se sont habitués à rester disponibles quasiment jour et nuit, week-end compris, pour assumer le volume de travail d'un emploi à mi-temps supplémentaire et impayé, si ce n'est même beaucoup plus. L'intensité professionnelle, située au cœur de la qualité de vie au travail, devra donc faire l'objet d'un calcul constamment affiné au fil du progrès technique, et ce, d'une façon aussi démocratique et locale que possible, au lieu de dépendre du seul point de vue managérial dans le contexte d'une mondialisation financière dont le rêve constant est de faire régresser les sociétés les plus avancées jusqu'aux pires conditions d'exploitation des actuels ateliers du monde. Quelle que soit l'échelle locale ou nationale, le rythme de travail peut en effet se définir de façon objective et quasi scientifique, ce qui est déjà partiellement le cas dans toute entreprise soucieuse d'efficacité maximale, bien que justement pas optimale, faute de respecter la santé et le bien-être de la plupart des salariés. Ce sont d'ailleurs les cadres de la classe moyenne qui payent le plus lourd tribut en matière de stress, dans la mesure où les cols bleus, plus souvent protégés par des syndicats plus revendicatifs, ne peuvent se plaindre que de leurs salaires toujours trop bas et des plans sociaux qui désindustrialisent encore l'Europe. Il va dès lors de soi que le domaine public devra définir et contrôler le rythme de travail et la productivité moyenne qui, pour un contexte donné, correspondent à toute personne physiquement et mentalement apte à accomplir la tâche considérée, sur une durée impartie déterminée en collaboration avec les syndicats et le patronat. Cette officialisation évolutive servira d'étalon de mesure de la productivité minimale requise pour tout emploi équivalent concernant le service citoyen des adultes insuffisamment autonome et localement pris en charge par chaque commune, sachant qu'en contexte tempérant, le rééquilibrage de la relation entre employeurs et employés ne pourra que réduire les cadences infernales imposées par l'ultralibéralisme actuel au sein des deux futurs secteurs sociétaux concernés. Les nombreux débats actuels sur la pénibilité cachent en réalité ce besoin de définition équitable et sécurisante de tout travail, en même temps que l'universalité de l'effort que ce dernier suppose. Toutes les tâches, tous les métiers sont pénibles en tant qu'obligation d'un effort forcément quelque peu routinier, sacrifiant à jamais un temps de vie par définition éphémère et précieux. On ne peut travailler qu'en se donnant un minimum de peine, et tout dépend en réalité des conditions concrètes de l'environnement professionnel en cause. Réclamer des avantages spécifiques au nom d'une pénibilité ou d'un risque procède surtout de la fragmentation actuelle de nos sociétés en perdition, par le biais d'un réflexe corporatif bien compréhensible face à l'absence d'évolution en matière salariale et à la déconsidération sociétale qui en découle, et plus encore, face à l'insuffisance des effectifs et des matériels nécessaires au confort optimal des employés concernés. À cela s'ajoute précisément, outre la dégradation de l'environnement sociétal du métier considéré,
les conditions mêmes de travail, le rythme insoutenable et l'insécurité si souvent dénoncée étant surtout due à l'absence d'embauche suffisante, résultat direct d'un management ultralibéral totalitairement comptable. La pénibilité est alors ressentie différemment selon les métiers publics ou privés, mais il est symptomatique d'observer que les revendications correspondantes sont beaucoup plus fortes du côté des services publics, en raison de l'absence relative de concurrence, face au remplacement de la politique sociale par une gestion bassement managériale, dont le but est de privatiser peu à peu tout l'espace public rentabilisable dans l'intérêt monosystémique et minoritaire que l'on sait. Qu'il s'agisse de la police, des personnels judiciaires, médicaux ou éducatifs, toutes les corporations du secteur public souffrent des mêmes maux, tandis qu'une désocialisation généralisée multiplie une violence de plus en plus insoutenable, sur fond de suppression délibérée des services nécessaires à tous. De leur côté, dépourvus de fait du droit de se plaindre sous la menace réelle de la précarisation professionnelle, les employés du secteur privé subissent sans défense les mêmes coups, jusqu'aux limites de la dépression. Au final, les uns et les autres, ficelés par la tentation facile, voire le besoin vital de l'endettement, se laissent caricaturer au travers d'une vaine opposition savamment orchestrée par le pouvoir et des médias trop souvent superficiels, afin d'entretenir le statu quo d'un enfumage complexe au point d'en devenir illisible. Tout cela n'est que le résultat d'une déshumanisation qui reflète le triste effondrement sociétal de la fameuse pyramide, sous l'effet de la cupidité à courte vue des drogués de l'argent et du pouvoir. Que cela soit volontaire ou non, que la main invisible du marché soit guidée ou non, l'actuel fiasco planétaire profite toujours aux mêmes, confirmant hélas l'approche d'un point de non-retour à travers le cercle vicieux de toutes les formes de violence et de leurs tristes reflets extrémistes. Avec sa cohorte de régressions idéologiques ou religieuses propres aux plus nostalgiques, doublée de l'inévitable décadence morale des mœurs via maintes formes de drogue, la fallacieuse promesse de l'Europe libérale et de sa globalisation démontre plus que jamais en creux la cohérence de la thèse délodiste et bi-économique ici proposée, en confirmant que tout travers constitutionnel aboutit, de crise en crise, au plus grand risque de guerre civile ou internationale. Même si les ressorts d'un tel gâchis sont largement remontés au point de faire craindre à certains la fin du monde, il est ici prometteur de constater qu'une issue enfin pacifique est non seulement possible, mais désormais certaine à plus ou moins long terme, preuve qu'il ne s'agit dans le pire des cas que de la fin d'un monde qui n'a plus sa place dans l'histoire. Mieux encore, en incluant le principe bi-économique dans leur constitution délodiste, les citoyens tempérants éviteront désormais tous les hoquets du passé, du moins s'agissant là des violences et injustices d'origine sociétale ou systémique, et de leurs effets délétères avérés sur les comportements individuels ou regroupés. Concernant le rythme de travail et la pénibilité, il est facile de faire mieux qu'aujourd'hui, et de trouver l'équilibre optimal dès lors que l'on regarde cette même réalité sous l'angle bi-économique, puisque la juste revalorisation du travail et le partage universel du temps donneront aussitôt les moyens de réenraciner tous les paramètres sociétaux en jeu sur la seule valeur objective et universelle que représente la minuté. Au risque de jouer sur les mots, force est de constater que les revendications corporatistes de prime à la pénibilité expriment la déprime résultant des conditions de travail en termes de personnel, de moyens matériels et de salaire. Il paraîtrait en effet insultant vis-à-vis des policiers, pompiers et autres militaires, par exemple, de considérer qu'ils se sont librement engagés sans connaître les dangers inhérents à leur métier, alors que ce sont ces mêmes risques, par ailleurs stimulants, qui attirent précisément leur caractère courageux. De fait, tous les métiers physiques et intenses sont susceptibles d'impliquer quelque danger crucial, et l'évaluation de chaque pénibilité spécifique ne saurait être que subjective, a fortiori dès lors que l'on considère la contrainte de la fatigue psychique ou nerveuse que toute autre profession peut aussi impliquer. En réalité, tous les métiers se valent du point de vue humain le plus objectif, et un minimum de recul historique permet de comprendre que toute pénibilité réelle, jugée insupportable, provient soit d'une juste intolérance induite par l'évolution des mœurs au fil du temps, soit de la dégradation sévère des conditions de travail
telles que rappelées plus haut, sachant que ces deux causes coexistent le plus souvent. Les salaires sont donc un élément essentiel, car pour s'en tenir ici au seul propos de la présente section, force est de reconnaître que la pénibilité plus ou moins ressentie désormais dans tous les contextes professionnels n'est que le résultat direct et palpable, en termes de santé individuelle physique et psychique, de la déréglementation ultralibérale si injustement imposée depuis plusieurs décennies au secteur privé et public, pour cause de pingreries comptables pathologiques, des sommets hiérarchiques et autres abus de pouvoir détournant l'argent vital objectivement dû au personnel de chaque structure, le tout se trouvant aggravé par l'intensification sans limite des cadences professionnelles et l'augmentation correspondante du volume de travail à accomplir. Les progrès techniques les plus récents, dont les conséquences sur la productivité peuvent être si positives, sont faussement accusés de tous les maux sociaux qu'ils semblent induire, alors que c'est la finalité de leur utilisation dévoyée qui supprime tant d'emplois et interdit le logique avènement d'une ère de services équitablement partagée en lieu et place d'une surproduction égoïste et matérielle. Tout cela à cause du mélange confus des besoins complémentaires de notre double nature individuelle et sociale, dont l'effet a jusqu'à présent condamné tous les humains aux comportements bestiaux d'une concurrence vitale à moitié utile, aux dépens d'un instinct grégaire pour moitié indispensable. Dans le cadre bi-économique d'une société enfin démocratique, tout progrès technique ne peut être que bienvenu et utilisé dans l'intérêt général, non seulement au sein d'un secteur public forcément géré en fonction des choix majoritaires, mais aussi bien concernant le secteur privé, puisque la vraie concurrence de toutes les initiatives individuelles ou associées pourra spontanément en exclure les pires pratiques, par la disparition des rapports de force vitaux dans l'espace du libre marché. D'un point de vue monosystémique, forcément libéral, le temps n'est qu'un prétexte à faire de l'argent et chaque personne est comptabilisée comme un coût, donc un profit perdu, dont il faut minimiser la valeur en frôlant asymptotiquement la limite du supportable, ce qui encourage l'accumulation inégalitaire et la surproduction la plus polluante de biens matériels inutilisables faute de temps, d'où découle la déshumanisation d'une décadence périodique aussi garantie qu'inutilement violente, alors que désormais, la solution équilibrée du délodisme bi-économique offre sur un plateau le moyen de calculer et répartir en assurant l'existence de chacun dans les deux sphères qui définissent notre humanité, pour une juste paix dès lors profitable à tous. Les conditions de travail, en termes d'intensité professionnelle, auront pour effet de supprimer autant que faire se peut la pénibilité de chaque métier dans le domaine public, dont les contraintes seront rendues universelles en termes de minuté tout autant que de moyens humains et matériels, puisque dans un tel système, la richesse suprême ne saurait être que la personne humaine et son précieux temps de vie, lequel deviendra d'autant plus abondant qu'il sera intelligemment partagé. En effet, la source unique et universelle de la valeur socio-économique étant la minuté humainement concrétisée par le travail, il reviendra à chaque commune ainsi qu'à l'État de définir tous les besoins publics en fonction des choix majoritaires des citoyens et des moyens disponibles, pour couvrir toute l'étendue bi-économique des 50% de biens communs que devra tôt ou tard garantir une société humaine équilibrée et définitivement apaisée, ce qui incitera le secteur privé à s'aligner à terme, en particulier en matière de revalorisation du travail, via la hausse du salaire horaire moyen et la tempérisation des conditions pratiques du couple pénibilité-productivité. Cette prochaine réalité correspond à la tendance historique déjà observée au travers de la quête empirique de l'équilibre bisphérique, corroborant également le besoin de développer les services publics et le secteur tertiaire partagé, aux antipodes de la politique si privatisée ou privatisante des PDG politiciens que filtre le principe électoral des partis lobby et de leurs minorités aussi ambitieuses qu'égoïstes. Il est pour le moins logique qu'après tant de progrès techniques et matériels, rendus mondialement si excessifs par manque de justice ou d'équité minimale, l'humanité s'oriente enfin vers l'âge de l'être écologique, via la répartition d'un temps partagé que seule la solution délodiste et bi-économique peut assurer en toute transparence. Au cœur du travail et de son rythme, la pulsation optimale pourra dès lors se mettre en place, et plus encore
se maintenir dans la durée, motivés par le retour du sens de toute activité, pour une finalité à la fois individuelle et sociale que l'absence historique de la double solution ici proposée rendait jusqu'à présent inaccessible. Ainsi, le travail tempérisé deviendra-t-il un mode de vie aussi épanouissant que le loisir? En résumé, tout emploi, à plus forte raison publique, se décrète par sa nécessité, autrement dit, son utilité commune, et l'intensité rythmique qui lui correspond techniquement peut se mesurer objectivement sur la base de la préservation de la santé et de la motivation du salarié ou de l'employé, garantissant à chaque citoyen une égale pénibilité optimale, ajustée à la nature même du métier ou de la fonction considérée. Pour ce qui concerne le secteur privé, la liberté qui doit prévaloir permettra de faire osciller l'intensité professionnelle dans des proportions beaucoup plus supportables, via l'effet spontanément rééquilibrant de la garantie citoyenne du domaine public, sauf naturellement pour tous ceux qui décideront individuellement et en toute connaissance de cause de suivre un rythme de travail surproductif, le cas échéant, à l'instar de tous les artisans et indépendants qui prennent plaisir à surtravailler pour eux-mêmes, prouvant en cela qu'une passion professionnelle peut aussi s'assimiler à un loisir. La grande différence induite par la bi-économie en matière de conditions de travail tiendra, ici encore, à l'assurance d'un libre choix propre à équilibrer les rapports de force entre employeurs et employés, surtout dans le secteur privé, pour finalement concevoir ces deux piliers naturels de l'entreprise comme des partenaires collaborant plus librement que jamais dans un respect devenu mutuel. 4. Salaire, prix et profit monosystémiques. Le fruit de tout travail utile est logiquement double, via la simple création d'un produit ou service donné, suivi du reflet pécuniaire de sa valeur marchande et surtout sociétale exprimable en argent, du moins lorsqu'il ne s'agit pas de troc. Chronologiquement, dans le cadre le plus fréquent, la condition première de tout emploi n'est autre que le salaire, souvent résumé en location de la force de travail correspondante. De fait, avant même que le produit ou service puisse être vendu et payé via son prix de vente, le salaire et toutes ses conditions annexes définissent une sorte de contrat que la théorie libérale la plus classique suppose toujours équilibré, réciproque et volontaire, déterminant la valeur dudit salaire via la seule loi du marché, en fonction directe des proportions de l'offre et de la demande. Cette théorisation a posteriori d'une négociation en concurrence naturelle correspond à une justification de l'état de nature hobbesien sur le plan socio-économique et décrit une situation qui n'a historiquement jamais existé, pas même sur le marché, soi-disant plus fluide de la bourse et de sa spéculation mondialisée. Les conditions du marché libre des plus célèbres économistes néoclassiques sont irréalistes et curieusement utopiques, comparées à la moindre réalité observable, particulièrement concernant la multiplicité et l'égalité de situations censées caractériser tous les acteurs individuels en jeu de part et d'autre du contrat d'emploi, sans même parler de la transparence supposée de tous les paramètres décisionnels. S'agissant en effet de la quasi-totalité des cas d'embauche, le salaire n'est pas le résultat d'une négociation à armes égales, même lorsqu'il semble parfois se marchander dans une étroite fourchette, donnant l'illusion d'une marge de manœuvre plus ou moins stratégique. L'histoire elle-même montre au contraire qu'au prix de grèves et autres révoltes sanglantes, c'est l'État ou la loi qui a fini par déterminer la limite minimale jugée décente ou supportable concernant les plus bas salaires. Cela étant dit, l'éventail de ces salaires reflète en tout point la société dans son infinie variété, entre les deux extrémités du smicard surexploité et du PDG de multinationales surrétribuées, puisqu'il est vrai que certains supersalariés, dès lors associés aux actionnaires, ont aussi le pouvoir d'imposer leurs propres conditions. Il n'en reste pas moins que le patronat dicte en grande partie sa volonté en fonction de son intérêt, dans le but microéconomiquement cohérent de minimiser tous ses coûts de production, même en faisant constamment pression sur le pouvoir politique, et jusqu'au point d'avoir imposé la mondialisation sauvage que l'on connaît depuis le hold-up historique de la fin des années 70. La recherche des salaires les plus bas est toujours l'idée fixe de cette délinquance mondiale sous la houlette des multinationales et de leurs banques, obligeant tout le tissu industriel et commercial de chaque pays à suivre pour survivre
jusqu'au point d'en déchirer la trame sociétale. La pression la plus coercitive sur les salaires, jointe à la recherche correspondante des fiscalités les plus avantageuses, forme le cœur même du nouvel ordre néolibéral, prouvant à quel point la sous-rétribution du travail et l'exploitation du temps de vie humaine sont la double clé de tous les abus observables, lesquels supposent la disparition des moindres contraintes sociétales dans le magma infernal d'une jungle planétaire. Preuve en est, s'agissant du cas français, le fait que plus du tiers des branches professionnelles concernées par le SMIC dérogent à cette obligation légale envers les plus modestes salariés, sans faire pour autant l'objet de la moindre sanction. Le salaire est donc l'expression de l'inégalité fondamentale de conditions entre employeurs et employés, dont l'effet est de dégager une plus-value sur le travail via un profit d'activité, par opposition au profit commercial, que suppose par ailleurs la manipulation du consommateur. C'est bien par le biais de cette première plus-value que l'écart se creuse constamment entre dominants et dominés, tandis que se complètent peu à peu les finalités industrielles, puis commerciales et financières, d'une logique de plus en plus déconnectée de la réalité socialement vécue. Dans le labyrinthe de conditions salariales improvisées au fil de l'empirisme historique le plus total, les inégalités systématiques entre sexes et entre catégories socio-professionnelles aboutissent à des grilles de salaires illisibles, dont le reflet sociétal est la complication ingérable des fiches de paye, contributions et autres cotisations, jusqu'aux étages supérieurs des impôts, taxes et niches fiscales par dizaines, qui sont autant de replâtrages contradictoires et d'occasions de fraude dans leur ponction comme dans leur utilisation finale jusqu'au sommet de l'État. Car c'est au sein de cette relation duale d'emploi que s'initie le premier niveau d'interdépendance inégalitaire, le biais social à partir duquel se compliquent toutes les conséquences sociétales, à la façon du récit d'un minuscule mensonge qui se gonflerait de justifications de plus en plus ubuesques et alambiquées. Or, sous l'éclairage sans précédent de la valeur minutaire et de la partition bi-économique, il s'agit en fait d'une dramatique erreur, certes logique sur le seul plan historique des contraintes premières de notre condition animale, mais précisément primaire et irréfléchie vis-à-vis de nos idéaux humains, et plus encore de l'égalité objective qui fonde nos existences. De cette interdépendance inégalitaire initiale, de cette triste confusion engendrée par notre double nature, le premier biais social, à la façon d'une sorte de péché originel, prend forme et se développe en un cercle vicieux de violence concurrentielle, où le vital reste constamment menacé par défaut de partage sociétal minimal et universel au sens du droit de vote. Ainsi, loin d'être logiquement déterminé par la grâce d'un quelconque marché, le niveau des salaires, dans le cadre de tout monosystème mixte improvisé, ne saurait qu'approcher de façon injuste et erratique un semblant d'équité, dont les garanties légales n'ont souvent rien de légitime et n'ont surtout aucun moyen de durer en s'ajustant en douceur à l'évolution culturelle et technique. Ce besoin de cohérence sociétale s'exprime de fait depuis toujours par un minimum de cohésion politique précaire, donnant aux dirigeants politiques un pouvoir limité et intuitif de réglementation minimale, hélas toujours en décalage temporel avec la réalité, tandis que le mixage et la confusion monosystémique brouillent les paramètres en jeu et font perdurer jusqu'à aujourd'hui le gaspillage de toutes les ressources socio-économiques via le maintien d'inégalités objectivement illégitimes, comme cela devrait être démontré d'ici la fin de ces réflexions. Que ce soit par la loi ou par le biais de l'ascendant patronal, le salaire se décrète bel et bien de façon trop empirique, sous l'influence de mentalités dont l'inertie est inévitable, et selon le bon vouloir d'un prince aussi secret que la main invisible du marché néoclassique. Tous les gouvernements s'en trouvent dès lors partagés entre le besoin social d'en rationaliser les nombreuses conséquences et celui de ménager des pouvoirs privés devenus parfois plus puissants que certains États. Faute de bases objectives et légitimes, eux-mêmes mis en place, tolérés ou ligotés par les intérêts financiers via main lobby et autres experts à double casquette, les élus les plus honnêtes ne réajustent que par à-coups et trop partiellement les hausses de salaire justifiées par l'évolution rapide de la productivité, sous la pression périodique de revendications salariales exacerbées.
tandis que les conditions horaires de la plupart des emplois, figées dans le marbre législatif, finissent par exclure un nombre toujours croissant de citoyens sous l'effet du progrès technique et du plus récent lean management. Vu sous l'angle opposé et en tant qu'expression pécuniaire de tout travail, les salaires induisent inévitablement la notion de coût de production, même si l'on élargit leur définition au cas assez proche d'un revenu direct d'indépendant, s'agissant par exemple d'un artisan ou commerçant individuel, d'un agriculteur, d'un micro-entrepreneur ou autre travailleur freelance. En réalité, tout revenu direct du travail, à l'échelon individuel, peut être perçu comme l'élément principal d'un coût de production ou prix de revient, dont la valeur doit en principe être assez largement dépassée pour impliquer un profit ou bénéfice, au sens le plus large de ces termes. À cet effet, il est ici révélateur de remarquer que la quasi-totalité des employés ou salariés et travailleurs indépendants subissent de plein fouet la loi du marché en acceptant de force des conditions financières pour le moins défavorables, faiblesse caractéristique de toute position en bout de chaîne et au plus bas de la hiérarchie des échangeurs de la force de travail. Cette logique veut que certains indépendants travaillent à perte, quitte à se faire indemniser via l'impôt, comme c'est le cas de tant d'agriculteurs et autres éleveurs. De la même façon, un nombre croissant d'universités ou écoles supérieures imposent à de plus en plus d'enseignants le néo-statut de vacataire extérieur ou prestataire auto-entrepreneur, situation on ne peut plus précaire comparée à tout emploi fixe. Ces solutions très fréquentes de sous-traitance individualisée traduisent une ubérisation croissante au sein des sociétés néolibérales, attestant la remise en cause des garanties toutes relatives du passé, sous couvert de flexibilité, de modernisme et autres progressisme professionnel, comme si, pour l'ultralibéralisme, un salarié surexploité n'était qu'un micro-patron malchanceux, pour ne pas dire incapable. Plus remarquable encore est le fait que, contre le principe même du marché libéral, de très nombreux salariés et travailleurs indépendants sont contraints de réduire leurs exigences à un strict minimum vital socialement indécent, sans jamais pouvoir négocier le moindre profit personnel, contrairement à l'employeur la plupart du temps. Pourtant, la théorie du marché libre suppose l'automatisme d'un équilibre autorisant chaque partie à profiter de l'échange des valeurs, qu'il s'agisse d'emploi ou de commerce, ce qui supposerait donc que le salarié puisse vendre ou louer sa force de travail en réalisant une forme de bénéfice sur les minutées objectives correspondantes. L'histoire du capitalisme montre, hélas, que tel n'est pas le cas pour la quasi-totalité des citoyens salariés et autres indépendants, comme a pu le démontrer la percutante analyse critique de Karl Marx, indépendamment de sa triste impasse politique. Le principe monosystémique libéral inclut bel et bien l'inégalité vitale et sa sourde violence dans son génome, comme base de maximisation d'un profit dès lors toujours excessif et préhistoriquement illégitime, a fortiori depuis l'internationalisation exacerbée de cette tare congénitale via la mondialisation. En l'absence de démocratie socio-économique minimale et de partition-répartition biéconomique, l'improvisation des marchés et leurs interférences inextricables entre contextes privés et publics aboutissent à d'ubuesques contrastes de salaires et autres revenus du travail pour une responsabilité identique, le même enseignant vacataire du supérieur pouvant par exemple percevoir 24 € de l'heure au service d'une école d'infirmière, 42 € de l'heure dans le cadre de l'université et jusqu'à 100 € de l'heure en école d'ingénieur, et ce, dans la même ville, en étant rémunéré pour un travail identique par le même conseil général du département correspondant. Les différences salariales et leurs multiples cas de figure sont le reflet de choix subjectifs encore plus patents, sitôt que l'on compare des pays pourtant équivalents en termes de développement, utilisant qui plus est la même unité monétaire, à l'instar des premières nations fondatrices de l'Union européenne via le marché commun. Et l'ordre apparent des contraintes légales qui en résultent ne fait qu'étayer en vain un édifice bancal, faussé depuis ses fondations par l'absence de la moindre logique objective respectant à minima la double nature humaine sous-jacente. Dès lors, les paramètres connotés à la création de toute richesse par le travail, tels que les prix et les profits, s'en trouvent inévitablement biaisés, laissant libre cours aux comportements subjectifs primaires dont les excès sont dénoncés de toutes parts,
sans pour autant que les critiques qu'ils attirent aboutissent à une solution équitable, faute de clarification bi-économique et minutaire. Ainsi survit le couple infernal de l'individu et de la société, du privé et du public, condamnés à partager le même lit, tandis que chacun tire la couverture à soi au fil des disputes qu'engendre une situation d'insécurité permanente et de tensions parfois explosives. Il suffit de se promener en ville, ou même de surfer sur Internet pour s'étonner de l'incohérence des multiples prix affichés, entre deux offres promotionnelles et autres soldes à peine déguisés, dans une jungle tarifaire qui rend fou tout individu désireux de maximiser son pouvoir d'achat, tandis que les choses les plus vitales deviennent les plus chères, à l'instar des produits alimentaires de qualité nutritive suffisante. D'un certain point de vue, la fausse démocratisation à l'anglo-saxonne, avec son obsession de compression des prix, peut donner l'illusion éphémère d'un progrès social via la mode du discount, au point de rallier la masse docile des consommateurs qui n'ont pas le choix. Mais cette stratégie va de pair avec la compression des coûts salariaux, la dégradation de la qualité du produit et la délocalisation la plus sauvage, dont maints pays développés paient aujourd'hui les multiples conséquences sociétales. À l'image des salaires qui se précarisent ou ne se maintiennent que par la surexploitation, les prix de la plupart des produits et services ne signifient plus rien, dévalorisant le travail et, par ricochet, l'emploi qui procure à ce dernier son sens sociétal pour l'équilibre psychologique et la dignité de chacun. Il en résulte une inconscience généralisée de la vraie valeur des produits et services, dont l'effet comportemental induit une surconsommation propice aux pires gaspillages écologiques. De son côté, le profit se maximise plus que jamais sur le dos du salarié autant que du fournisseur ou sous-traitant, par le jeu de positions dominantes équivalentes à des monopoles de fait, se multipliant au gré de délocalisations géographiques doublement intéressées, pour souvent se parfaire via l'effet prix-qualité trompeur imposé au consommateur final. Le degré de surpuissance, désormais atteint par les multinationales et les banques, finit par faire exécrer le profit aux yeux de la majorité, faisant à terme le jeu de réactions populistes, voire dangereusement nationalistes, dont les leaders plus ou moins bien intentionnés sont hélas impuissants à changer la règle du jeu, faute de solutions équilibrées. Le profit, tout comme le libéralisme en tant que liberté d'entreprendre, est pourtant naturellement légitime, mais à la seule condition de pouvoir en définir la nature objective et l'étendue ou surface domaniale et socio-économique, faute de quoi ce bénéfice compréhensible ne devient qu'abus de pouvoir et violence quotidienne en proportion directe de son empiètement sur le minimum socialement vital. Concernant le profit, et en laissant pour plus tard l'étude de ses formes indirectes et financières pour rester à ce stade sur le seul terrain de son rapport vis-à-vis du travail et des prix, force est d'observer que les proportions de rentabilité ou de profitabilité varient selon l'activité, la région ou le pays, sans aucune cohérence factuelle autre que la fausse loi d'un marché planétaire désormais monopolisé, dans lequel les plus grosses fortunes et leurs entreprises dictent leurs quatre volontés à tout le reste du tissu économique, jusqu'à l'échelon le plus local. Certes, les profits peuvent dépendre de la nouveauté du marché ou d'une demande soudainement accrue, comme c'est encore le cas concernant le prix de vente des masques de protection contre un récent coronavirus. Mais est-il logique que certaines activités fonctionnent à perte, alors que d'autres, souvent beaucoup moins utiles, procurent des marges à 2 chiffres? Quand ce n'est pas 3, la pratique libérale, désormais déréglementée, considère que ces contrastes font partie de la règle d'un jeu où tous les coups sont permis, et que la responsabilité sans partage du management doit forcément révéler les meilleurs leaders, dont les entreprises peuvent ainsi absorber les concurrents un à un via une guerre permanente qui ne dit pas son nom, tandis que les salariés soldats en font toujours les frais. Au vu de la concurrence souvent déloyale, que l'absence de toute contrainte proportionnée ne fait qu'amplifier, le désordre généralisé qui règne sur l'économie privée est loin de pouvoir démontrer la rationalité du profit dans ses multiples formes mondialisées, même s'agissant des seuls contextes industriels ou commerciaux. À dire vrai, les entreprises elles-mêmes étant devenues de simples pions sur l'échiquier des plus grands joueurs, tous les fournisseurs et autres sous-traitants sont tenus en laisse par des contrats de gains de productivité qui les obligent à pressurer leur personnel et vivoter avec de trop faibles marges,
preuve que les actuels rapports de violence sans limite affectent non seulement les individus en tant que salariés, mais encore les entités que sont les personnes morales des PME ou TPE, sans même parler ici des effets de subordination et d'exploitation de pays entiers par rapport à d'autres, dans le cadre d'un néocolonialisme inavoué. Lorsqu'un groupe tentaculaire organise son marché interne entre diverses filiales souvent complémentaires, tous les profits respectifs se décrètent d'en haut, ce qui n'empêche pas, pour s'assurer toujours plus de rentabilité immédiate, d'abandonner les stratégies de concentration verticale pour l'option horizontale d'un quasi-monopole incontournable, quitte à se séparer de certaines unités afin de mieux leur imposer des baisses de marges à venir. Sans même parler ici du juteux commerce des reventes de succursales, il est visible que la définition des taux de profit fait l'objet d'un comportement managérial frisant la délinquance en col blanc, dans l'indifférence la plus totale face aux terribles conséquences sociales en jeu. La loi égoïste de ce marché mondialisé exacerbe donc l'incohérence de la plupart des comportements managériaux en matière de profit, et ne revêt plus rien de compatible avec le moindre libéralisme légitime, entraînant pour résultat l'exclusion d'un nombre croissant de citoyens, non seulement du droit à l'emploi, mais plus encore du droit à la liberté d'entreprendre, en particulier à l'échelon local des territoires provinciaux. Qu'il s'agisse des salaires, des prix ou des profits, l'évolution du capitalisme mondial dans sa forme ultralibérale actuelle contrevient à la légitimité démocratique au sens socio-économique du terme, excluant la quasi-totalité des citoyens de la liberté originelle de son histoire, par le jeu d'une concurrence foncièrement déloyale depuis que les protections sociétales se sont vues déboulonner les unes après les autres, y compris l'indispensable besoin de cohérence frontalière minimale. Pourtant, ces trois agrégats si fondamentaux que sont lesdits salaires, prix et profit, directement issus du travail qui en constitue toute la valeur historique et financière, seront fort heureusement appelés à évoluer dans le prochain chapitre du présent volume, grâce à leur redéfinition à la fois minutaire et biéconomique. Car sans cette solution ou son équivalent de principe, il n'est aucun moyen de clarifier, de simplifier et surtout d'équilibrer le marché du travail et la condition salariale. Pas plus que l'établissement des prix et des profits eux-mêmes, puisque les comportements induits par nos réflexes historiques et subjectivés par nos conditions à la fois culturelles et géographiques offrent le spectacle d'un désordre mondial total, dont profitent pleinement les oncles Picsou de tous les continents, pour le résultat social et humain que chacun peut observer. Face à cette jungle artificiellement recréée sous le faux prétexte d'une relativisation généralisée, la découverte de la minuté, jointe à l'astuce de la partition-répartition, fournira désormais l'outil humain du dépassement de cette pesanteur économique, grâce à la prise en compte d'une double nature qu'il suffit de respecter sans plus aucun mélange comptable, afin que la rationalité sociétale et politique indispensable à la paix puisse désormais se construire sur la réalité objective et universelle reliant l'ensemble des paramètres socio-économiques, au premier rang desquels se situent les salaires, les prix et les profits. L'évaluation minutaire et la partition domaniale catalyseront la redéfinition indispensable de ces trois agrégats interdépendants, offrant même l'occasion de les définir enfin sainement et objectivement pour la toute première fois dans l'histoire des humains, sans être trompés par la confusion préjudiciable qui aboutit à l'irrationalité actuelle. Cela devrait permettre de déterminer plus clairement que jamais en quoi consiste un bon salaire, un bon prix, un bon profit, au sens de la justesse économique et de la justice sociale qui en sera le fidèle reflet, dans le noble but de maîtriser nos réflexes primaires pour le bien suprême de la paix. Juillet 2020.